Raise your hands if you have testes. I'm Pigeon. I'm Alice. I'm Emily. I'm Cypher. And we are Intersexy. Intersex describes a person who doesn't fit the typical definition of male or female. I have XY chromosomes, but typical female genitalia. I'm a girl who has testes and XY chromosomes. It's been around since the beginning of human existence. I mean, there's probably even intersex dinosaurs, if you think about it. Je suis maman de 3 enfants. Et à leur naissance, il n'y a eu aucun doute. Garçon ou fille, c'était clair. Mais il peut arriver qu'un nouveau-né présente des organes génitaux, en partie garçon et en partie fille. Il s'agit des intersexes. Ils existent depuis la nuit des temps. Mais on ignore complètement leur existence. C'est tabou. Qui sont-ils? Quel regard la société porte sur eux? En quoi veut-elle les changer et pourquoi? J'ai très envie de les rencontrer. C'est pour ça que je suis ici, au festival de Douarnenez. Un festival où il est beaucoup question des minorités, y compris celles des intersexes. Je vais rencontrer Vincent Guillot, un grand militant et activiste de cette cause. Je suis vraiment contente de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, mais j'ai envie que toi, tu me dises qui tu es. Je sais pas si quelqu'un sait qui je suis, mais en tout cas, moi, je ne sais pas ce que je suis, ça, c'est sûr. Quand je suis né, le médecin m'a pris et il a dit à ma mère « Oh, c'est un monstre, il va mourir ». Et il m'a envoyé dans un autre hôpital. Donc voilà mon histoire. Donc je suis né et je suis mort. Et après, mes parents m'ont récupéré parce que j'étais pas mort. Et donc j'étais un enfant honteux, un monstre dont on ne savait pas quoi faire. Donc j'étais toujours à part. On est élevé dans la honte et il ne faut jamais parler de nos organes génitaux. Et il faut mentir aux gens. Les médecins, les parents nous disent de mentir. Tu vois, parce que quand je disais aux médecins, enfants, mais moi je veux voir d'autres enfants comme moi, on me disait non, ça n'existe pas, tu es tout seul au monde. Et durant ton enfance, par exemple à l'école, qu'est-ce que tu ressentais? Moi, on m'a toujours dit, t'es un garçon. Enfin, tout petit, je me disais, mais non, j'ai des frères et sœurs, enfin, un garçon c'est comme ça, une fille c'est comme ça, et moi je suis ni l'un ni l'autre. Et donc, comme on me disait, t'es un garçon, j'essayais d'être un garçon. Mais ce que ni mon corps ni ma personnalité me le permettaient. Et toi, à quel moment tu as pris conscience de ce que tu étais? Et comment? Par hasard, en 2002, j'étais devant la télévision et je vois des gens, avant de les entendre, je vois des gens et je dis « Waouh, c'est moi, ça !» Et ces gens-là, ils parlent et ils disent qu'ils sont intersexes. Et là, je dis « Waouh, je suis pas seul au monde et il y a un mot pour me dire. » J'ai attendu presque 40 ans pour avoir le mot intersexe. Donc avant, je savais que je n'étais pas un garçon, une fille, un homme ou une femme, mais le fait qu'il n'y ait pas de mot m'interdisait de parler de moi. Et là, j'abandonne tout. Mon compagnon de l'époque, ma maison, mon travail, tout. Et je pars immédiatement, hein, dès le lendemain, je pars à la recherche des intersexes dans le monde. À tout. Des intersexes dans le monde entier. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Je connais pas très bien le sujet. Escargot? Original. Discrimination. Il y a des gens qui naissent avec un pénis
mais que les médecins considèrent trop petit, et donc ils vont préférer construire un vagin pour dire que finalement c'est un clitoris. Il y a des gens qui naissent avec un clitoris qu'on trouve trop grand, donc on va plutôt soit réduire le clitoris, soit le faire grossir pour que ça devienne un pénis. Il y a des gens qui naissent avec un pénis et un vagin. Il y a des gens qui naissent avec pas de testicules, mais pas de vagin et un utérus. Voilà. Sur le plan biologique, il y a plein de situations différentes d'intersexuation. Mais en fait, toutes les situations d'intersexuation n'apparaissent pas à la naissance. Il y en a un certain nombre qui apparaissent à la puberté ou au moment où se pose la question de la fertilité et des transmissions. Alors ça veut dire qu'un enfant peut venir au monde et grandir sans savoir qu'il est intersexe? Et l'ignorer toute sa vie? Tout à fait. Non, au contraire, c'est même pas les miens. Alors j'ai choisi de vous lire un extrait d'un manuscrit dans lequel je raconte mon expérience d'intersexe. Le passage que je vais vous lire se situe juste après deux hospitalisations à 1 mois d'intervalle qui m'ont été présentées comme des examens sous anesthésie générale. Une semaine après cette exploration, je devais me rendre chez mon médecin traitant pour retirer les fils. Ce jour-là, le docteur Arouette était en congé et c'est son remplaçant, un jeune médecin, qui me reçut. Les coups commencèrent à tomber. Il me demanda si je savais quel type d'intervention j'avais subi. Je lui répondis qu'on m'avait parlé d'une exploration des ovaires et que j'avais peut-être des kystes. Il était stupéfait. Il m'avoua que mes ovaires avaient été retirés et qu'il fallait absolument que je repasse voir le docteur Arouette la semaine suivante. Ce fut le temps zéro de mon existence. Cet instant où vous comprenez que vous êtes trompé jusque-là. Où il faut revoir tout ce que vous avez enregistré à la lumière d'une information capitale. Je suis né en situation d'intersexuation qui n'a pas donné lieu de doute quant au sexe juridique qu'on m'a assigné, le sexe masculin. Les médecins proposent une correction chirurgicale à ce problème de tuyauterie. Les mots exacts employés pour expliquer les choses à mes parents. Problème de tuyauterie. J'ai subi cette intervention entre 3 ans et 8 ans. Cela consistait en des hospitalisations d'une dizaine de jours, le plus souvent pendant les vacances. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai des douleurs régulières dans la zone génitale. Les médecins, encore des professeurs de médecine que je rencontre, ne peuvent ou ne veulent pas intervenir sur mon corps. Il y a trop de risques. C'est une lettre que j'ai écrite à mon fils. Un soir, il y a eu une grosse manif des haineux homophobes à Paris. Je sais qu'hier, sous tes fenêtres, passaient les haineux et qu'une nouvelle fois, tu en as pris plein la gueule, mon fils. Malgré tout, je me sens coupable de leur haine et je ne te souhaite jamais de vivre directement cette haine que j'ai ressentie dans ma chair, dans mon âme, depuis que je suis arrivé au monde. Protège-toi, mon fils. Ils sont dangereux, tu sais, et gardons pour nous cet amour si beau. Je sais que je suis un bon père et que tu me le dis. Je sais aussi, mon fils, que tu as de l'humour et que tu m'aimes tel que je suis. Que je suis ta papa chéri ou ta chérie tout court et que malgré toute cette haine déferlant sous tes fenêtres, tu sais combien tu es un enfant de l'amour. J'ai assisté à la lecture que tu as faite de la lettre à ton fils. Et j'ai trouvé ça bouleversant. Très émouvant, très touchant. Vraiment très fort. Je n'imaginais pas cet aspect de toi. Celui de parent. Tu peux m'en parler un peu ? Quand je me suis séparé de sa mère, le juge m'a interdit de le voir. Forcément, j'étais un mauvais parent puisque j'étais inacceptable dans les normes de sexe et de genre. Au moment où ce juge t'interdit de revoir ton fils, tu es dans quel état d'esprit ? Tu es en colère ? Tu ressens quoi ? Pendant 15 ans, j'étais un père légitime parce que je jouais l'hétérosexualité. Et donc là, il n'y avait pas de souci. Et tout d'un coup,
je deviens illégitime. On me retire cette légitimité que j'avais acquise avec énormément d'efforts. Mais ça, c'était ma souffrance, et de me dire, vu la façon dont j'ai été discrédité auprès de mon fils, je ne le reverrai jamais. Et quand j'ai râlé auprès du juge, la seule proposition qu'elle m'a faite, c'est de dire « Ok, il n'y a pas de souci, vous allez le voir 2 heures par mois avec un éducateur dans une association pour les pères pédophiles. » Et là, j'ai refusé. Et quand Jérémy est revenu me voir à 23 ans, c'est l'une des premières choses que je lui ai dites, c'est « Jérémy, je crois que j'ai fait une connerie. J'aurais dû accepter cette humiliation-là pour pas couper le lien. » Il m'a dit « Mais non, t'as eu raison. » Revendicatif. Diversité. Humanité. Vous vous connaissez? Comment ça se fait? C'était un hasard. Je suis sûr que tu l'as oublié, Vincent. Un jour, j'ai vu arriver une personne intersexe. C'était toi. Tu nous as raconté ton enfance, ta vie. Et là, j'ai pris un coup de massue. Réellement. J'ai trouvé que c'était très proche de ce que vivent les sourds en termes d'identité, d'oppression et d'emprise par le corps médical. Nos 2 cultures sont nées de l'oppression, et finalement de la même oppression, des corps invalidés à la naissance. Et du coup, tous les travaux qui ont été faits par les sourds avant, pour moi, sont super importants. Et si le militantisme intersexe a avancé aussi rapidement, c'est aussi parce qu'il y avait les sourds. Quand on parle d'intersexe, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une malformation? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? De quoi parlons-nous exactement? Oui, c'est terrifiant quand on est concerné d'entendre tous ces termes péjoratifs d'anomalie, d'ambiguïté, de malformation, et je vous renverrai tout ça à la face en disant c'est vous qui êtes mal formés, ambigus, surtout ambigus vis-à-vis de nous. Les intersexes, ce sont les personnes qui naissent pas pleinement mâles, pas pleinement femelles. Et la société sexiste, hétéropatriarcale et surtout homophobe et transphobe, et surtout les médecins, les juristes ont décidé qu'il y avait une taille des organes génitaux et que donc, si on ne rentrait pas dans la taille, il fallait les mutiler. Aujourd'hui en France, il y a des médecins, on en a là, qui 5 fois par jour en France mutilent des nourrissons au nom de la taille d'un clitoris ou d'un pénis. Et je suis aussi la première personne mutilée, torturée, à avoir pris la parole et à dire qu'il faut que ça s'arrête. Un enfant arrive au monde et il est intersexe. Qui va choisir s'il sera un garçon ou une fille? Qui décide? Les médecins? Comment ça se passe? Il y a la loi du 4 mars 2002, qui est la loi sur le consentement éclairé du patient. Cette loi, elle dit une chose très claire, c'est qu'on doit tout expliquer toutes les solutions au patient ou à ses parents, et expliquer toutes les solutions, ça serait dire, ben voilà, votre enfant, il est né intersexe, il est en parfaite santé, il n'a aucun problème de santé. Mais l'usage dans notre société, c'est de faire de la chirurgie esthétique pour lui faire un sexe qui est conforme au garçon ou à la fille. Dans le même temps, ce n'est que de la chirurgie esthétique et il n'y a aucune raison de l'opérer. Pareil pour les sourds. L'enfant sourd, il n'est pas malade. Et c'est dire à la maman, bon, il y a cette technique, oh, elle est un peu barbare quand même, parce qu'on va lui transpercer la boîte crânienne, lui mettre des implants et tout ça, et puis après, ça va être un long parcours, parce que c'est ça c'est la loi du 4 mars 2002. Ils sont obligés de dire à la maman
exactement ce qui va se passer. Si les médecins respectaient toutes les lois fondamentales de bioéthique, plus la loi du 4 mars 2002 sur le consentement éclairé du patient, il n'y aurait pas beaucoup de mamans qui diraient « Oh super, on va lui faire un petit sexe de petite fille » ou « Oh super, on va lui transpercer la boîte crânienne ». Il n'y aurait pas beaucoup de mamans. Donc toi, tu as été assigné garçon. J'avais un petit machin qui dépassait. On a dit, ah bah s'il y a un machin qui dépasse, c'est un garçon. Donc on m'a déclaré garçon. 7 ans plus tard, il m'aurait fait en fille. Parce que c'est plus facile de couper que de rallonger. Donc dès 1970, tous les enfants intersexes qui naissaient, la plupart, l'immense majorité, c'était des filles parce qu'on coupait, puis on faisait un trou. Et ils disent exactement ça. C'est plus facile de faire un trou que de faire un mât. Et que ce n'est pas grave si une fille n'a pas de plaisir. A lieu, pareil à la maternité. Vous avez une série de prises de sang. Il y en a 3. Alors bonjour à tous, merci d'être là pour cette première rencontre entre sourds et intersexes. Si je suis venu à la position militante, c'est que je pense qu'en fait, on peut grandir de manière épanouissante et avoir une vie d'être humain sans passer sous le bistouri des médecins. Moi, je ne suis pas née ici, je suis née à l'étranger. J'ai été adoptée et je suis arrivée en France, j'avais à peu près 1 an. Ensuite, vers l'âge de 2-3 ans, je ne sais plus exactement, mes parents m'ont fait implanter. C'est vrai que je suis en colère contre eux, contre ma famille française. Et à un moment, j'ai exigé qu'ils me rendent des comptes et ils n'étaient pas très à l'aise. Finalement, ils se sont expliqués. C'est vrai qu'en définitive, c'est pas eux les fautifs, c'est les médecins. C'est pas ma famille, c'est les médecins les fautifs. Il y a eu un moment de flottement, ça a été difficile, et après réflexion, ils se sont excusés. Mais moi, je suis en colère quand même. Mais bon, c'est trop tard, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière, c'est trop tard. La première victime, d'abord, c'est la mère. La première victime, c'est la mère et parfois le père. En général, sur les intersexes, de toute façon, le père, il se barre. Ou alors, souvent, le père, il s'est pas barré, mais il est alcoolique ou il veut pas s'occuper de cette question-là, il est complètement à part ou il en parle jamais. Mais donc, là, pour moi, la première victime, c'est la mère. Quand on lui dit à la naissance, que ce soit pour l'enfant sourd ou que l'enfant intersexe, cet enfant, il est complètement pourri, il est monstrueux, et heureusement que vous avez la médecine pour le réparer. Et donc la maman ne peut pas s'approprier l'enfant. Mais les parents, c'est la culpabilité. Ma mère, sur son lit de mort, a dit « J'ai compris tout le dispositif, tout ça, ce que tu me dis, mais je meurs avec ma culpabilité. » Et ça aurait été plus simple si tu étais mort à la naissance. Et en 2006, c'est la création de l'Organisation internationale des intersexes. Il y a une chose super importante quand même, c'est l'arrivée d'Internet. On a pu rentrer en connexion les uns avec les autres. Alors qu'on a tous été élevés comme étant seuls au monde, tout d'un coup est apparu au Maroc, en Afrique du Sud, en Argentine, en Europe du Nord, en Europe de l'Est, partout, des gens qui avaient été élevés comme seuls au monde et qui disaient « Nous ne sommes pas malades, nous sommes autonomes et nous sommes en capacité de dire ce qui est bon pour nous. » Et maintenant, on est des milliers. Maintenant, je vais en profiter pour assister à la projection d'un film où il est question de la situation des intersexes en Turquie. Et chose exceptionnelle, une des réalisatrices, elle-même intersexe, est présente aujourd'hui. Donc on va aller voir ça. Ben hastanede gayet Sercan bebek, bir oğlan bebeği. 2 gün sonunda
annemin kucağından falan oluyorlar benim. İşte doktor tekrar bu sefer şey olarak getiriyor. Yani orayı açıklayamıyor. Bunu ailem de bana açıklayamadı. Bu zor koşullarda tabii bütün bunlar hep 17 yaşıma kadar devam eden unsurlarda ama bizlerin bir özelliği var. Hakikaten zeki insanlarız, akıllı insanlarız. Hayatın nereden tutunacağımızı iyi bilen insanlarız. O nedenle ayakta durmakta kendi öz dinamitlerimizi kullandığımızı düşünüyorum ve inanıyorum. Je suis heureuse de te rencontrer. J'ai assisté à la projection du film, ça m'a bouleversée. On sait que la situation politique en Turquie est assez instable. Est-ce que malgré tout, vous arrivez à vous battre et à obtenir des avancées? Les difficultés sont faites pour être dépassées. Le plus important, c'est d'initier quelque chose. Il y a 29 ans, ceux qui m'ont opéré pour remodeler mon corps n'auraient jamais imaginé qu'un jour je me dresserais devant eux pour leur demander des comptes et qu'après moi, d'autres suivraient. Plutôt que de céder au désespoir, on veut résister. On ne veut pas attendre qu'on nous donne des droits, on veut prendre nos droits. Merci. Super, merci. Sur l'île de Malte, la législation est protectrice. C'est bien. Protectrice en quoi, précisément? L'ensemble des organisations intersexes du monde entier se sont rencontrées à Malte et ont rédigé la déclaration de Malte, qui est le manifeste des personnes intersexes du monde entier. Et où on a dit, voilà, ça et ça. Et du coup, le gouvernement de Malte, qui est venu nous écouter, a compris qu'il y avait un problème fondamental avec les enfants intersexes et a légiféré. C'est-à-dire qu'il est interdit d'opérer les enfants intersexes. Mais c'est un tout petit pays, Malte. Et donc il se peut que les parents veuillent aller en Italie pour faire opérer leurs enfants. Et même ça, s'il faut opérer à l'étranger, c'est un crime. Mais ce n'est pas suffisant de criminaliser l'opération. Et donc on a fait rajouter l'accompagnement des parents et l'accompagnement des enfants à l'autodétermination. Et ça, c'est un droit véritablement pour nous fondamental. Et puis, on a fait inscrire sur la liste des tortures à l'ONU le fait qu'opérer un enfant intersexe est une torture. C'est écrit en toutes lettres que c'est une torture. Et puis, on a obtenu du Conseil de l'Europe une résolution. C'est la même résolution qui condamne l'excision. Tu vois, c'est quand même pas rien. Tu as le texte sur l'excision en disant c'est un crime, et tu as le texte sur les intersexes sur le même papier qui dit c'est un crime. Ton histoire, elle résonne fort en moi. Ce que je ressens, c'est de la rage. Je suis stupéfaite, bouche bée, sous le choc. Parce qu'on n'en parle jamais nulle part de ce sujet. Et je trouve que vous êtes des gens incroyablement forts. Vous subissez une loi du silence monstrueuse et vous vous rebellez. Quand nous, on a une victoire, quand les gens apprennent qu'on existe, on les émancipe de leurs propres enfermements. Tu vois, c'est ça. C'est pas seulement je défends pas les minorités. C'est je montre que les minorités opprimées vont permettre l'émancipation de tout le monde. Quand je vois les intersexes, je me dis qu'on n'est pas seul au monde. Vous êtes là. On est ensemble. Merci, ça me touche beaucoup. Fragilité.